Elle m'a offert les papiers du divorce et ma revanche audacieuse lors de sa somptueuse fête d'anniversaire a choqué tout le monde. 25 millions, juste du carburant pour mon prochain mouvement. Je m'appelle Jake Morrison, 34 ans, ingénieur en logiciel à Denver, marié à Emma Lancaster pendant 3 ans après l'avoir rencontrée lors d'une conférence technologique où elle faisait des relations publiques pour une start-up qui avait fait faillite. 6 mois plus tard, nous avions ce qui semblait être une relation solide. Nous avons acheté une maison à Highlands Ranch avec un prêt hypothécaire qui nous ruinait lentement financièrement. Nous avions tous les deux des emplois stables et parlions constamment de fonder une famille une fois nos finances correctement organisées. Je travaillais chez TechFlow Industries depuis 3 ans, développant un système révolutionnaire d'IA pour la logistique, utilisant mon propre équipement à la maison pendant mes temps libres, les week-ends et les soirées après le travail. Le système pouvait prédire les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et optimiser les itinéraires d'une manière qui permettait aux entreprises d'économiser des millions chaque année en coûts opérationnels. Mon patron, Rick Davison, était ce typique manipulateur d'entreprise qui prenait le crédit pour le travail innovant des autres tout en conduisant une BMW qui valait plus que ce que je gagnais en un an, avec cette façon condescendante de rejeter toute innovation technologique qui ne venait pas de son cerveau médiocre. Tout a implosé le pire jour de ma vie. J'ai été appelé dans le bureau de Rick, un mardi matin, ce monument vitré à l'ego du middle management décoré de posters motivants sur le travail d'équipe et la synergie d'entreprise, pensant à une discussion de projet ou à un bilan trimestriel. Rick se comportait étrangement depuis des semaines, évitant le contact visuel pendant les réunions d'équipe et me lançant des regards bizarres quand il pensait que je ne faisais pas attention à son comportement. Au lieu de cela, ce crétin m'a viré de nulle part, comme si j'étais un stagiaire surpris en train de voler des fournitures dans le placard. Coupure budgétaire et rationalisation des opérations, dit-il, sans même lever les yeux de son écran tout en prononçant cette sentence corporative comme s'il commandait le déjeuner à la cafétéria. Rien de personnel, Jake, rien de personnel. Ce type me visait depuis que j'avais proposé une idée d'IA qui rendait ces systèmes obsolètes dignes d'un musée de la technologie, à côté des téléphones à cadran et des télécopieurs. L'ironie était tellement épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau et la servir lors d'un dîner pour les dieux de la justice cosmique. Après 3 ans de semaines de 60 heures régulières, sautant des dîners familiaux parce que Rick avait besoin de révisions urgentes sur des présentations qui pouvaient attendre jusqu'au lundi, manquant des week-ends à cause de réunions d'urgence inutiles programmées le samedi, vivant pratiquement au bureau comme un Bernard l'ermite corporatif ayant oublié ce que la lumière naturelle signifiait, je sors avec une boîte en carton contenant mes affaires personnelles, une tasse de café avec le logo de mon université qui avait connu des jours meilleurs, quelques stylos qui ne fonctionnaient probablement plus, quelques livres de référence en codage aux pages cornées et une plante succulente à moitié morte, torturée par la lumière fluorescente du bureau pendant des mois. Une sortie digne, exactement comme on l'imagine dans ces films de cauchemars corporatifs où le petit employé se fait écraser par le système tandis que les cadres obtiennent des parachutes dorés. Mais c'est là que ma vie s'est transformée en une comédie cauchemardesque qui ferait grimacer les scénaristes de The Office de honte indirecte. Je conduis chez moi cet après-midi-là, la tête tournée par la panique financière à propos de nos paiements hypothécaires et des prêts automobiles, prêt à annoncer à Emma la nouvelle dévastatrice du chômage et peut-être à élaborer ensemble notre prochaine stratégie de survie financière en tant qu'équipe mariée. Je répète comment lui annoncer doucement, peut-être en suggérant de commander une pizza et d'avoir une conversation sérieuse sur notre budget mensuel, pensant m'arrêter pour acheter du vin afin d'adoucir le coût du licenciement soudain. Au lieu de cela, je pénètre dans notre chambre, notre foutue chambre que nous avions décorée ensemble lors de moments plus heureux, peinte ensemble les week-ends, où nous avions planifié tout notre avenir, pour partager la pire nouvelle professionnelle de ma vie et avoir une place au premier rang pour voir ma femme se faire absolument démolir par Rick Davison sur notre lit conjugal, le lit avec ses stupides draps en coton égyptien coûteux. Elle avait insisté pour que nous achetions absolument ces draps dans cette boutique du centre-ville. Jake, il nous faut du linge de qualité si nous voulons être des adultes sérieux avec une vraie esthétique de maison, disait-elle. Ce qui coûtait plus que le budget alimentaire hebdomadaire de la plupart des gens et m'avait demandé 3 mois d'heures supplémentaires pour les payer sans m'endetter. Ils ne se sont pas précipités dans la panique ni n'ont essayé de se couvrir désespérément, comme on pourrait s'y attendre de personnes surprises en train de détruire un mariage de façon spectaculaire. Ils ont simplement arrêté leur séance d'exercice horizontal et m'ont regardé, comme si j'avais interrompu quelque chose de légèrement gênant plutôt que d'avoir anéanti tout mon monde et tout ce que je croyais savoir de ma vie et de ma relation. Emma m'a regardé sans la moindre culpabilité, sans honte, sans remords, juste avec une irritation pure, comme si j'étais entré pendant sa série préférée sur Netflix ou que j'avais interrompu un appel important avec son entraîneur personnel. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés n'étaient même pas décoiffés, ce qui rendait la trahison encore plus calculée et insultante que si je les avais surpris dans un élan de passion spontanée. Ce n'était pas une erreur du moment, c'était un rendez-vous régulier,
un mardi après-midi banal, que j'avais eu l'audace d'interrompre en rentrant chez moi, dans la maison dont je payais l'hypothèque. Rick, cette ordure absolue, eut même le culot de me lancer avec un sourire, « Tu aurais dû t'y attendre, mon vieux. Tout cela fait partie du plan directeur. Tu étais trop stupide pour le comprendre toi-même. » Comme si la fin de mon mariage et la destruction de ma carrière faisaient partie d'une stratégie d'entreprise que j'avais échoué à anticiper dans mes prévisions trimestrielles de vie. Je suis resté là, à regarder mon mariage s'effondrer en temps réel, pendant que des documents juridiques valant 25 millions de dollars étaient littéralement éparpillés sur notre parquet, comme les confettis les plus chers du monde lors de la pire célébration de l'histoire. Le dossier du contrat avait glissé de mes mains quand je les avais vus ensemble, les papiers importants se mêlant à la poussière sous notre commode qu'Emma se plaignait toujours que je ne nettoie jamais correctement pendant mes corvées du week-end. Ce matin-là, avant mon licenciement, j'avais reçu une offre de contrat incroyable de Medicor Technologies, qui voulait obtenir la licence de mon système d'intelligence artificielle logistique pour tout leur réseau de santé nord-américain. La même technologie que Rick venait de prétendre avoir été développée sur le temps de l'entreprise, avec les ressources de l'entreprise, ce qui était une pure absurdité, puisque je l'avais conçu chez moi sur mon ordinateur personnel, pendant les week-ends et les nuits blanches, tandis qu'Emma était soi-disant en train de travailler tard à son poste de marketing. Il s'est avéré que ces sociopathes orchestraient cette trahison élaborée depuis plus de 18 mois, peut-être davantage. D'après ce que nous avons découvert plus tard, Emma ne se contentait pas de me tromper avec mon patron, elle menait une véritable opération d'espionnage industriel qui aurait impressionné des agents de la CIA, transmettant à Rick des informations internes détaillées sur l'avancement de mon travail, mes percées techniques, mes frustrations nocturnes de programmation quand je me plaignais de certains algorithmes complexes, jusqu'à mon emploi du temps quotidien et les moments où je travaillais tard au bureau plutôt qu'à la maison. J'ai retrouvé plus tard des échanges de courriels où il discutait de mes délais de développement comme si j'étais une expérience de laboratoire observée pour une thèse de doctorat, avec des rapports de progression et des évaluations trimestrielles de mon état émotionnel et de mon niveau de vulnérabilité. Un message d'il y a 3 mois m'a fait bouillir de rage. Rick à Emma, Jake est sur le point de terminer le projet d'intelligence artificielle. Il travaille jusqu'à 2 heures du matin chaque nuit cette semaine selon tes rapports. Nous devons accélérer notre calendrier pour le dépôt du brevet. Les papiers d'incorporation de Lancaster Innovation doivent être finalisés d'ici vendredi. La réponse d'Emma était encore pire, timing parfait. J'ai documenté ses progrès en détail et je photographie ses carnets de code quand il est sous la douche. Il est tellement concentré à t'impressionner au travail qu'il ne se rend absolument pas compte de ce qui se passe juste sous son nez. Il planifiait de voler ma propriété intellectuelle, de la breveter sous leur société écran et de m'exclure de l'œuvre de ma propre vie, alors que je me tuais à la tâche en croyant construire notre avenir commun en tant que couple marié. Les parents d'Emma, Harold et Patricia Lancaster, font partie de l'élite fortunée de Denver, propriétaires de la moitié de Cherry Hills Village, et traitent quiconque gagne moins de 7 chiffres par an comme un domestique de basse-cour. Ces gens-là avaient hérité leur richesse. Remontant sur 4 générations, et agissant comme s'ils avaient personnellement construit le chemin de fer à travers le Colorado à main nue, ils m'ont convoqué le lendemain dans leur manoir pour ce qu'ils appelaient euphémiquement une discussion familiale sur cette situation malheureuse, qu'il fallait résoudre rapidement. L'endroit respirait la richesse générationnelle de la manière la plus odieuse possible, du marbre partout, importé directement d'Italie, des œuvres d'art originales valant plus que la plupart des maisons des gens, suspendues négligemment dans les couloirs comme du papier peint décoratif, des fontaines dans le jardin avant qui nécessitaient probablement leur propre station de traitement de l'eau, et une allée circulaire plus longue que ma rue entière, serpentant à travers des jardins parfaitement entretenus, maintenus par une équipe d'entretien à plein temps. Harold sirotait du bourbon à 10 heures du matin, comme un gentleman du Sud cosplay, portant un costume qui coûtait probablement plus que ma Honda Civic et arborant une Rolex qui aurait pu rembourser mes derniers prêts étudiants en espèces. Patricia faisait claquer nerveusement son collier de perles comme des chapelets d'inquiétude, vêtue de l'une de ses tenues qui hurlait « Je fais mes courses dans des magasins sans étiquette et je fais appeler les vendeurs madame ». Ils m'ont essentiellement dit que je n'avais jamais été à la hauteur pour leur précieuse fille princesse, que Rick était un vrai homme, un pourvoyeur avec une bonne éducation et un statut social correct. Patricia a utilisé le mot éducation comme si nous parlions de chevaux de course plutôt que de relations humaines, tandis qu'Harold hochait la tête avec approbation, comme s'il s'agissait d'une réunion de conseil où l'on votait pour m'exclure de l'entreprise familiale à cause de mes mauvais résultats. Puis Emma est arrivée à ce tribunal familial, Rick sur ses talons, la main posée de manière possessive dans le bas de son dos, comme s'il la possédait en tant que bien. Elle portait cette robe de créateur coûteuse que je n'avais jamais vue, quelque chose de moulant et manifestement cher, qui devait probablement coûter plus que mon loyer mensuel, rayonnante et plus heureuse qu'elle ne l'avait été au cours des derniers mois de notre mariage, quand elle prétendait se découvrir professionnellement.
C'est à ce moment-là que j'ai lâché la bombe nucléaire sur leur réunion parfaitement organisée à propos de mon contrat Medicare de 25 millions de dollars. Le silence qui a suivi était absolument magnifique, regardant leur visage suffisant passer de la supériorité condescendante au choc pur et à la confusion en temps réel, comme un accident de voiture au ralenti. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà signé exclusivement avec Medicor, alors que Rick essayait encore désespérément de négocier des accords de licence en douce via les partenariats corporatifs existants de TechFlow. Moi, je vivais dans un appartement absolument minable du mauvais côté de Denver, mur fissuré avec papier peint qui s'écaillait, apparemment pas rénové depuis l'administration Reagan, une cuisine digne d'un film d'horreur sur la décrépitude urbaine et des voisins qui pensaient que 2 heures du matin était le moment idéal pour les disputes domestiques et des séances de karaoké amateurs capables de réveiller les morts, survivant uniquement à base de plats chinois à emporter du restaurant. Douteux du quartier et de l'auto-apitoiement qui avait un goût pire que leur lomine douteux. Je contemplais les ruines fumantes de ma vie en essayant de comprendre comment j'avais pu manquer tous les signes évidents d'une conspiration qui se déroulait sous mon nez depuis plus d'1 an, quand mon ami de fac Sarah Chen m'appelle. J'étais probablement au point le plus bas depuis ma sortie de l'université, réalisant que le monde réel se moquait complètement de mon diplôme en informatique et de mes réussites académiques. Sarah est une brillante analyste d'affaires légales, qui dirige une société d'investigation spécialisée dans le crime en col blanc et l'espionnage industriel, des affaires qui font la une nationale. Nous nous étions rapprochés lors de sessions de codage nocturne et par notre haine commune des professeurs d'informatique prétentieux qui se croyaient destinés à devenir des dieux de la Silicon Valley, malgré n'avoir jamais travaillé dans l'industrie réelle. « Habille-toi », me dit-elle lorsque je décroche le téléphone, ma voix sonnant comme des ordures réchauffées au micro-ondes, « Je viens et nous allons régler ce bordel comme de vrais adultes, au lieu que tu t'apitoies sur ton sort, et pour l'amour de tout ce qui est sacré, dis-moi que tu t'es lavé au cours des 48 dernières heures. » Sarah avait cette manière de te pousser à être meilleur, même quand tu te sentais comme une ordure absolue et avais abandonné les standards d'hygiène de base. Ce que Sarah a découvert au cours de la semaine suivante était absolument époustouflant par son ampleur. Et une audace inimaginable, comme découvrir que votre conjoint ne se contente pas de vous tromper mais dirige toute une opération de crime organisée depuis votre sous-sol. Rick avait systématiquement détourné les ressources de TechFlow par le biais de quelque chose appelé Lancaster Innovation LLC, le nom de jeune fille d'Emma naturellement, parce qu'ils ne cherchaient même pas à être subtils dans leur conspiration criminelle, ils avaient légalement incorporé cette société écran pour développer un logiciel logistique de pointe qui était en réalité ma technologie, le même système d'intelligence artificielle que j'avais passé 3 ans à perfectionner pendant mon temps libre sur mon ordinateur personnel, sacrifiant les week-ends, la vie sociale et le sommeil. Les relevés bancaires montraient des transferts de fonds systématiques sur 14 mois, des rapports de dépenses falsifiés prétendant des conférences professionnelles qui étaient en réalité des escapades romantiques, des week-ends dans des spas à Napa Valley et à Austin, de faux honoraires de consultation versés à Lancaster Innovation pour des études de marché qui n'avaient jamais eu lieu. Rick avait littéralement utilisé les cartes de crédit de l'entreprise pour financer sa liaison avec ma femme, facturant aux actionnaires des chambres d'hôtel dans des complexes 5 étoiles comme le Saint-Régis et le Four Seasons, des dîners coûteux dans des restaurants comme le Capital Grill que je ne pouvais pas m'offrir même lors d'occasions spéciales, et même des bijoux, y compris ce collier de diamants qu'Emma portait à leur fête de fiançailles, comme un trophée de leur opération réussie. De vol corporatif. Mais la conspiration allait bien au-delà d'une simple fraude financière, c'était comme découvrir un iceberg dont l'affaire n'était que la pointe visible. Sarah a trouvé des chaînes de courriels prouvant qu'Emma avait accédé à des informations confidentielles de l'entreprise grâce aux privilèges exécutifs de Rick, y compris des dossiers d'employés, les informations salariales, les rapports financiers trimestriels, des documents de planification stratégique et des chronologies détaillées de mes projets personnels qui auraient dû rester classifiés. Elle m'espionnait depuis des mois, comme une Mata Hari corporative, rapportant à Rick quand je travaillerais tard, quelles percées techniques je réalisais, même mes frustrations avec des problèmes de codage spécifiques qui me tenaient éveillé jusqu'à 3 heures du matin à déboguer, alors qu'elle faisait semblant de dormir à mes côtés. Un échange de courriels a fait monter ma tension artérielle si fort que j'ai cru faire un accident vasculaire cérébral. Emma à Rick, il ne se relèvera jamais de cette humiliation, je le connais mieux que quiconque et il n'a pas le cran de se défendre, une fois que nous aurons sécurisé la technologie et qu'il sera complètement hors du jeu, nous pourrons avancer sans aucune complication ni problème en suspens. Sarah me met en contact avec Marcus Kim, un avocat redoutable spécialisé dans la fraude corporative, le vol de propriété intellectuelle et les affaires de conspiration en col blanc qui font les gros titres sur CNN et apparaissent dans des documentaires. Marcus avait déjà défendu des lanceurs d'alerte contre des entreprises du Fortune 500 et avait la réputation de faire pleurer des cadres lors de dépositions tout en obtenant des règlements de plusieurs millions de dollars. Le bureau de Marcus était exactement ce que l'on attend d'un avocat corporatif impitoyable de Denver, des fenêtres du sol au plafond donnant sur le centre-ville,
des meubles en cuir coûtant probablement plus que ma Honda, et des livres de droit arrangés avec une précision qui suggérait qu'il les lisait réellement plutôt que de s'en servir comme décoration. Comme la plupart des avocats, l'homme lui-même semblait avoir été conçu en laboratoire spécifiquement pour intimider les avocats adverses, costume impeccable, regard acéré et sourire prédateur qui vous donnait envie de vérifier votre portefeuille après. Ce n'est pas seulement de l'infidélité et du vol corporatif simple, me dit-il avec une étincelle dans les yeux qui avait probablement coûté des millions à ses ennemis en règlement juridique au fil des ans, c'est une conspiration fédérale impliquant fraude systématique, détournement de fonds, violation de devoirs fiduciaires et vol de propriété intellectuelle. Nous allons anéantir complètement ces gens devant le tribunal et leur faire regretter d'avoir entendu votre nom ou pensé à vous. Défier. Les 3 semaines suivantes ont été comme une préparation à une guerre juridique totale contre des personnes qui se croyaient complètement intouchables à cause de leur richesse et de leur connexion sociale. Sarah travaillait 18 heures par jour à constituer notre dossier, qui a fini par dépasser 400 pages de preuves documentées. Pendant que Marcus préparait des documents pour le tribunal fédéral qui se lisaient comme des actes d'accusation criminelle pour une poursuite RICO, nous disposions de relevés bancaires montrant un détournement systématique de fonds totalisant plus de 180 000 $ de fonds détournés, de chaînes de courriels prouvant une conspiration préméditée s'étalant sur 18 mois avec plans écrits et chronologie, des rapports de dépenses falsifiés documentant un vol corporatif qui aurait fait honte aux dirigeants d'Enron, des enregistrements téléphoniques discutant de la chronologie précise pour détruire ma carrière et voler ma technologie, des relevés de cartes de crédit montrant des achats de luxe effectués à usage personnel avec des fonds de l'entreprise. Tout ce qu'il fallait pour prouver que ce n'était pas une liaison spontanée mais une campagne calculée de trahison qui aurait impressionné des familles de crimes organisés. Pendant ce temps, Rick et Emma planifiaient leur fête de fiançailles comme une célébration royale, avec une liste d'invités dignes du registre social de Denver et coûtant plus que le salaire annuel de la plupart des gens. En fait, ils m'avaient envoyé une invitation sur un carton crème avec gaufrage doré et calligraphie, qui coûtait probablement plus que mon budget hebdomadaire pour les courses. Vous êtes cordialement invités à célébrer les fiançailles d'Emma Lancaster et Rick Davison au domaine familial Lancaster. Le sous-texte était limpide, venez assister à l'humiliation publique de Jake, vêtu de tenue de cocktail et sirotant du Dom Pérignon qui coûtait plus que mon loyer mensuel, car il voulait enfoncer le couteau devant tous ceux qui comptent dans la hiérarchie sociale de Denver. La décision intelligente aurait été de rester chez moi, commander une pizza, regarder quelque chose d'insignifiant sur Netflix et préserver ce qu'il me restait de dignité. Après toute la découverte de la liaison, cela était devenu un sujet de commérage à Denver, se répandant dans les clubs privés comme un incendie, mais apparemment le bon sens avait quitté les lieux avec mon mariage, mon emploi et mon respect de moi-même. Je suis arrivé au manoir Lancaster ce samedi soir, pénétrant dans ce qui semblait être un territoire ennemi, observant l'élite sociale de Denver siroter du champagne qui coûtait probablement plus que mon paiement de voiture, tandis qu'Emma se vantait de sa mise à niveau vers un vrai homme avec de réelles perspectives et Rick portait un toast à laisser derrière eux les gens incapables de suivre le vrai succès et l'ambition dans l'économie moderne. Le manoir avait été transformé en quelque chose qui ressemblait à un décor de film pour riches s'amusant à leur guise, guirlandes suspendues à chaque arbre, probablement importées d'Europe, sculptures de glace coûtant plus que mon budget mensuel, sculptées par des artistes venus de je ne sais où, serveurs en uniforme blanc impeccable circulant avec des flûtes de champagne et des hors-d'œuvre dont je ne pouvais même pas prononcer le nom, encore moins me les offrir avec mon budget de chômeur. Emma tenait la cour près de la cheminée en marbre comme une reine débutante, recevant les admirateurs vêtus d'une robe qui criait « Je célèbre ma liberté de mon mari raté », tout en exhibant ce collier de diamants qui captait la lumière du lustre à chaque mouvement de tête pour accepter les félicitations. Ce truc coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois et elle n'arrêtait pas de le toucher comme une médaille de victoire commémorant sa campagne de trahison réussie. C'est alors que David Park est entré, comme s'il possédait l'endroit, ce qui, franchement, il aurait probablement pu acheter avec la monnaie de ses dividendes trimestriels, PDG de Medicor Technology, valant approximativement 4 milliards de dollars selon le dernier classement des milliardaires de Forbes, supposé être à Singapour pour conclure un énorme contrat international dans le secteur de la santé qui avait été relayé dans toutes les publications économiques depuis un mois, mais il était revenu spécialement pour soutenir notre partenariat, car c'était stratégiquement crucial pour les plans d'expansion de son entreprise dans la logistique de santé pilotée par intelligence artificielle. David Park était le genre de personne qui imposait sa présence simplement en étant dans une pièce, pas particulièrement grand ni physiquement imposant, mais doté d'une aura qui faisait passer tous les autres pour des figurants dans son histoire de succès. La pièce est devenue silencieuse comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de toutes ces vies privilégiées. Ces gens n'étaient pas habitués à être éclipsés lors de leurs événements sociaux soigneusement orchestrés, surtout par quelqu'un capable littéralement d'acheter et de vendre la moitié des invités sans vérifier son solde bancaire ni consulter son équipe de conseillers financiers. David traverse directement la foule vers moi, tranchant à travers la hiérarchie sociale comme un couteau chaud dans du beurre, me serrant la main avec assez de force pour que tout le monde voie et prenne des photos avec leur téléphone,
et annonçant notre partenariat assez fort pour que toute l'assemblée choquée entende clairement, Jake n'est pas simplement un invité ce soir, dit-il à la foule avec cette présence imposante qui vient de la direction de corporations valant des milliards, il est mon partenaire d'affaires, le contrat de 25 millions de dollars que nous avons signé la semaine dernière n'est que notre investissement initial, nous projetons un impact de marché de plusieurs milliards de dollars dans la logistique des soins de santé en Amérique du Nord au cours des 5 prochaines années. La confiance d'Emma tenant son flûte de champagne se fissura comme de la glace dans l'eau tiède, son sourire parfait commençant à vaciller sur les bords lorsqu'elle réalisa que son pathétique mari perdant avait été publiquement soutenu par l'un des hommes les plus puissants du secteur de la santé. Rick avait l'air de pouvoir vomir sur le sol en marbre italien importé, son visage passant du rose suffisant au vert absolu lorsque les implications de perdre ma technologie au profit d'un concurrent direct le frappèrent comme un train chargé de karma. Nous avons déposé tous les documents le lundi suivant comme si nous lancions des armes nucléaires contre la corruption d'entreprise, des accusations de fraude fédérale, une conspiration pour vol de propriété intellectuelle, des détournements systématiques et manquements fiduciaires. Marcus avait préparé l'arsenal juridique complet qui ferait jalouser les procureurs ricaux de notre collecte de preuves, il a minuté le processus pour maximiser l'humiliation publique. Rick et Emma ont reçu les papiers de la poursuite fédérale pendant leur brunch d'engagement intime au Ritz-Carlton du centre-ville, entourés par les plus grands commérages de Denver et des influenceurs des réseaux sociaux qui ont immédiatement commencé à publier en direct le drame se déroulant sous leurs yeux, selon notre huissier Tony, qui semblait pouvoir soulever une petite voiture et avait déjà signifié des papiers à des chefs de la mafia sans transpirer. Emma perdit complètement son sang-froid lorsqu'elle réalisa ce qui se passait, lança son mimosa sur lui, manqua complètement et frappa son propre père à la place, trempant Harold dans du Dom Pérignon et du jus d'orange frais, tandis que les cris de Patricia étaient audibles depuis le hall 3 étages plus bas. Le procès 6 semaines plus tard fut absolument incroyable, un théâtre avec des journalistes de 3 chaînes différentes et des blogueurs indépendants couvrant chaque moment dramatique. Rick et Emma avaient engagé l'équipe juridique la plus chère que l'argent puisse acheter, Morrison Fletcher et Associés, le type de cabinet, White Shaw, facturant $800 de l'heure et ayant défendu des sénateurs et des PDG du Fortune 5 cents dans des affaires de corruption majeure ayant fait les gros titres nationaux, mais on ne peut contester 18 mois de relevés bancaires documentés, de chaînes de mails horodatées et de conversations enregistrées où ils discutaient littéralement de leur conspiration criminelle en détail. Le ministère public disposait de tout, détournement systématique totalisant $180 000 de fonds d'entreprise mal appropriés, conspiration préméditée s'étendant sur 18 mois avec plans écrits détaillés, vol de propriété intellectuelle avec tentative de fraude sur brevet, et même des enregistrements audio de riant de m'avoir complètement écrasé et que je ne me relèverai jamais de cette humiliation totale. Emma s'effondra complètement sur le banc des témoins comme un réacteur nucléaire devenant critique et ce fut le plus beau désastre que j'ai jamais vu en personne. Tout ce coaching coûteux de Morrison Fletcher et Associés, toutes ces séances de préparation juridique probablement plus chères que mon salaire annuel, tout l'argent dépensé en consultant d'images et formation médiatique, et elle revint à sa véritable nature prétentieuse en pleine cour fédérale, caméra en marche et greffier transcrivant chaque mot pour la postérité, commença à crier que je n'étais rien, absolument rien, un pathétique inconnu travaillant dans un bureau sans avenir tandis que Rick offrait le véritable succès, un vrai futur, le genre de vie que je méritais. En tant que personne avec classe et distinction, elle admit littéralement sous serment m'avoir épousé sous de faux prétextes et conspiré pour voler mon œuvre de vie parce qu'elle croyait fondamentalement que je n'étais pas à la hauteur de ses attentes de statut social. Le jury délibéra pendant exactement 47 minutes. Pas même assez de temps pour commander le déjeuner à la cafétéria du palais de justice. Quand ils revinrent, le président du jury rendit des verdicts de culpabilité sur toutes les accusations fédérales, avec la satisfaction sombre des gens qui voient enfin des privilégiés obtenir ce qu'ils méritaient après des années à se croire au-dessus des conséquences. La juge Eleanor Hartman, légendaire dans le système judiciaire du Colorado pour sa tolérance zéro envers la criminalité en col blanc et la fraude d'entreprise, infligea à Rick 5 ans de prison fédérale, plus $750 000 de restitution versée à Techflow Industries et à moi personnellement, et infligea à Emma 2 ans de prison fédérale, plus $500 000 de dommages-intérêts pour son rôle dans la conspiration, tous deux étant définitivement interdits d'occuper des postes dans les technologies ou tout emploi impliquant de la propriété intellectuelle ou des informations propriétaires. La vraie victoire ne fut pas seulement de les voir emmenés en menottes fédérales par des marshals américains tandis que les caméras capturaient chaque moment humiliant, même si cela fit un bien certain à mon âme en quête de vengeance, mais 6 mois plus tard, je lançai Phoenix Venture, un fonds d'investissement conçu spécifiquement pour aider les innovateurs trahis par des partenaires commerciaux, des membres de leur famille, des conjoints ou des employeurs à transformer leur trahison en carburant pour bâtir quelque chose d'imparable. J'ai démarré avec $10 millions de mon propre argent provenant de Medicare comme capital d'amorçage et, en l'espace de 12 mois, nous gérions $75 millions de financement pour des esprits brillants qui s'étaient fait avoir et avaient choisi de riposter stratégiquement au lieu d'accepter un statut de victime permanente.
Notre premier tour de financement a soutenu 12 entreprises différentes, toutes fondées par des gens qu'on avait prié de se taire et d'accepter que la vie n'est pas juste et que la trahison fait partie des affaires. La soirée de lancement eut lieu au Denver Art Museum, parce que rien ne dit, nous sommes arrivés, comme un premier événement d'entreprise dans un bâtiment qui semble conçu par des extraterrestres disposant de budgets illimités et d'un goût esthétique parfait. Forbes envoya des journalistes seniors et des photographes professionnels qui couvrirent l'événement en pleine page sous le titre « L'homme qui a transformé la trahison ultime en milliards ». Nous avons désormais financé 47 entreprises différentes pour une valorisation cumulée dépassant 2 milliards de dollars et chacune a un fondateur trahi par quelqu'un en qui il avait entièrement confiance. La liste d'attente pour notre programme compte plus de 3000 candidats, des personnes brillantes qui refusent de se cantonner au rôle de souffre-douleur et qui veulent transformer leur trahison en moteur pour bâtir quelque chose que leurs ennemis ne pourront jamais détruire ni diminuer. Emma a tenté de me contacter depuis la prison fédérale, environ 8 mois après le début de sa peine, en m'ayant vu dans Forbes. Félicitations pour tout ce que vous avez bâti à partir de rien, mais j'ai supprimé le message sans répondre, car certains ponts doivent rester complètement brûlés comme rappel permanent de la raison pour laquelle on a allumé l'allumette au départ. Je suis actuellement fiancé à Sarah, l'enquêtrice médico-légale qui a aidé à tout exposer et qui m'a soutenu pendant la période la plus sombre de ma vie, quand je vivais de plats à emporter et d'auto-apitoiement. Elle m'a vu au plus bas et a choisi de m'aider à riposter stratégiquement plutôt que de me dire d'avancer et d'oublier comme tout le monde le conseillait. Le mois dernier, Phoenix Venture a bouclé une levée de fonds de série B de 200 millions de dollars, nous nous développons à l'échelle nationale avec de nouveaux bureaux à Austin, Seattle, Miami et, à terme, la Silicon Valley. Le modèle est simple, trouver des personnes brillantes trahies et les aider à construire quelque chose qui prouve chaque jour à quel point leurs traîtres se sont trompés sur leur potentiel et leurs valeurs. Rick sortira dans 3 ans s'il se conduit bien, et Emma lui restera 18 mois, et d'ici la Phoenix Venture va probablement valoir plus que toute l'accumulation de richesses générationnelles de la famille Lancaster. Parfois la meilleure vengeance consiste simplement à bien vivre et à réussir au-delà de l'imagination de votre ennemi, mais la revanche encore meilleure, c'est de bâtir un empire d'1 milliard de dollars à partir des cendres de leur trahison tout en aidant des centaines d'autres personnes à faire exactement la même chose.